in the canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de Fait Croquer. Je suis particulièrement content aujourd'hui de discuter avec Fan et Clément, que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître via... C'est très très bizarre, mais c'est important aussi de le dire, de le contextualiser. Ces deux personnes sont cinéphiles. Déjà, oh là là, attention, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis, ces deux personnes ont créé un podcast extraordinaire qui s'appelle Cinéphile de l'autre temps. On va peut-être revenir aussi sur le titre de cette émission. Et puis, je les ai découverts grâce à un article signé Mathieu Macheret, que je salue. Et cet article était dans les Cahiers du cinéma. C'était à l'occasion des 70 ans des Cahiers du cinéma. Bon, il y avait aussi un petit peu quelques lignes sur Microciné, certes, mais en lisant ces quelques lignes sur Microciné, c'est un article qui parlait un petit peu de c'est quoi parler de cinéma en gros sur Internet. Il y avait un moment des lignes aussi sur Cinéphile de notre temps que je ne connaissais pas, ce podcast, et puis je me suis rué vers ce podcast et effectivement, il y a des dialogues qui se créent et c'est passionnant. Et donc, tout de suite, je le dis, il y a un lien dans la page qui est dédié à ce nouvel épisode. C'est le lien qui renvoie au site de Cinéphile de notre temps. Allez-y, prenez votre temps et laissez-vous bercer par leur voix, parce que c'est très important aussi le travail qu'ils font sur la voix. Fan, Clément, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Comment allez-vous ? Ça va bien. Très bien, merci. Merci de nous avoir invités aussi. Oui, On a découvert le Microciné par le même biais, en fait, je pense. Ah non, mais c'est génial, c'est incroyable et en même temps, moi je trouve ça très très. Voilà, donc je préférais quand même contextualiser d'emblée, avant de poser la petite question que je pose souvent aux invités de Fait Croquer. Cinéphile de l'autre temps, est-ce que, quand on connaît un petit peu l'histoire du cinéma et surtout la cinéphilie, l'histoire de la critique en France, bien évidemment, ça renvoie à une émission extrêmement importante, fondamentale, qui est un peu une espèce de chaînon manquant, qui a été cinéaste d'autre temps et puis ensuite cinéma de notre temps, qui ont été créés par Gianni Bazin et Andreas Labarthe. Est-ce qu'il y a un lien avec non pas avec leur titre, bien évidemment, mais avec l'intention de cette émission cultissime? Est-ce qu'il y avait un lien? Oui, il y avait quand même un lien. Moi, j'ai pas vu tous les cinéastes de notre temps, mais j'ai été très très marqué par certains épisodes, notamment celui avec Cassavetes, et puis voir des cinéastes dans leur pratique, je trouvais ça très très intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est vrai que après moi, c'est vraiment une émission, parce que c'est Clément qui a trouvé le titre du podcast quand on a commencé il y a que 3 ans maintenant. Et en fait, moi, j'avais vu aucun cinéaste de notre temps, je ne connaissais pas du tout l'émission, donc j'ai vraiment découvert via Clément. Et j'ai cherché ce que c'était, je me suis un petit peu renseignée. Après, je n'ai vu aucun épisode pour pas justement me faire influencer par l'émission. Donc moi, je suis absolument vierge de toute émission sur le sujet. Mais on crée l'émission. Voilà, mais je pense qu'en effet, si Clément a choisi le nom et de ce que j'en ai lu, forcément, il y a des petits liens parce qu'on dresse des portraits comme ce qui est fait dans Cinéaste de notre temps. Ouais, et même si j'ai l'impression que dans Cinéaste de notre temps, on parle plus de peut-être la pratique du cinéaste. Là, on est vraiment plus sur la cinéphilie et sur des films que l'invité aime, ou en tout cas ont été marqués par des films. Et forcément, peut-être que parfois dans notre émission, si on interviewe un réalisateur ou quelqu'un qui est dans la technique, peut-être qu'ils vont un petit peu partir vers leur travail. Mais en tout cas, on est vraiment peut-être plus sur la cinéphilie que ne l'est cinéaste de notre temps. C'est ça, en fait, plutôt que de faire le portrait de cinéaste dans leur pratique, on fait le portrait de spectateurs, finalement, dans leur pratique concrète, en fait, de comment ils voient les films. Oui, c'était ça que tu m'avais dit. D'où le titre, et puis après, c'était pas pour la blague, mais voilà, c'était pour la référence directe aussi. Et qu'on s'attachait plus à une expérience de spectateur qu'à une expérience de professionnel, en fait. C'était ça, je me souviens, c'était ça que tu m'avais dit quand on avait choisi le nom. Et c'est venu assez naturellement, en fait. C'était le premier qu'on a eu et on a dit banco. Est-ce qu'il y aurait un lien aussi avec le fait que ça pourrait, quand on dit cinéphile de notre temps, le fait que vous vous incluiez aussi dans cette idée, dans cet intitulé, est-ce que c'est aussi une idée de, allez, on va lancer le mot un peu fort, mais des alliés, quoi, en quelque sorte, des compagnons, peut-être des gens avec qui on peut avoir des connexions, une espèce de famille, en quelque sorte, comme ça. Est-ce qu'il y a cette idée-là aussi ? Oui,
Oui, il y a cette idée-là. Et puis l'autre idée, je pense, c'était justement de questionner ce mot de cinéphile. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que c'est un mot qui est complètement tombé en désuétude? Est-ce que ça existe encore, les cinéphiles? Enfin, c'est vraiment pour ça qu'on a gardé ce titre-là aussi, je pense. Et après, cette idée, effectivement, de grande communauté, c'est ce que beaucoup de gens qu'on reçoit nous disent. En plus, ils nous disent, ah bah oui, ça fait du bien de voir d'autres cinéphiles. On est tous des gens un peu bizarres, un peu des... Enfin, voilà, on est... Il y a des échos. C'est ça. Ouais. Et en même temps, on veut pas non plus, c'est un peu l'intérêt du podcast, c'est que ce soit pas une niche réservée pour une niche, c'est qu'on puisse parler de films qui puissent avoir des échos pour tout le monde, en fait. Et c'est un peu aussi nos deux côtés avec Clément, où on se complète, que moi, je viens peut-être d'un cinéma un peu plus populaire, et Clément peut-être d'un cinéma un peu plus pointu. Et c'est pour ça que on est bien aussi à faire l'émission ensemble. C'est génial, les binômes. C'est important qu'il y ait toujours des dialogues. Je trouve ça... enfin, là, je m'égare, mais c'est super important. Être seul, c'est très compliqué. Mais quand on est à 2 ou voire à 3, 3, c'est un peu trop. Mais 2, c'est bien déjà. 2, c'est ça, exactement. D'ailleurs, quand on va sur le site, tout de suite, vous expliquez est-ce que la cinéphilie est perdue? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que réel? Mais c'est une question importante et intéressante parce qu'on a tendance à l'utiliser. On a tendance à se dire que certains mots ont perdu de leur sens premier. Et c'est bien dommage, mais pour vous, enfin, moi, ça m'intéresserait de vous écouter, de me dire ce que c'est que pour vous la cinéphilie. C'est quoi la cinéphilie pour vous? Est-ce que c'est un mot grossier? C'est un mot intellectuel? C'est un mot qui fait peur? Ou c'est juste autre chose et beaucoup plus simple et beaucoup plus doux? Tu veux commencer? Bah, peut-être. C'est vrai que moi, cinéphile, c'était pas du tout un mot que j'employais plus jeune. C'est vraiment Clément qui me l'a amené. Enfin, Clément a une grande part, a été un grand acteur de ma cinéphilie. Mais après, et c'est vrai que je pense que même aujourd'hui, à part dans le podcast, c'est pas un mot que j'utilise souvent. Après, pour moi, la cinéphilie, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai appris à développer durant le podcast, grâce aux rencontres qu'on a faites. Moi, je me souviens par exemple de l'épisode qu'on a fait avec Derek Wolfenden, qui est un des meneurs du combat qui se passe à la clé. Et il dit à un moment, vraiment, moi, les films, c'est comme une boîte à outils dont je me sers pour mener le combat et pour vivre, en fait, tout simplement, où en fait, il va piocher dans tous les films qu'il a vus. Il va dire, bah voilà, là, l'événement qu'on vit en ce moment à la clé, c'est comme tel film de combat. Il nous avait cité un western, je crois, où il avait vraiment... il s'était mis dans la peau de ces personnages et il avait vécu son événement dans la vraie vie, on va dire, comme ce qui s'était passé dans le film. Et pour moi, il y a quelque chose comme ça qui se fait depuis plusieurs années, mais où parfois, en fait, j'ai l'impression de vivre et j'ai des images de cinéma qui me viennent. Il y a vraiment un truc comme si c'était un filtre sur les yeux. Et on lit parfois des événements à l'aune de certains films qu'on a vus et qui nous ont marqués. Bon, après, il y a plein de manières dont les films nous marquent, et ça, c'est un exemple de la manière dont les films peuvent nous marquer, mais c'est vrai que ce mot cinéphile, voilà, je l'associe un peu à ce truc où le cinéma viendrait comme un espèce de filtre sur la réalité et nous faire lire d'une manière différente cette réalité. Voilà. Je suis d'accord. Alors après, moi, justement, si j'ai voulu interroger le mot cinéphile par le biais du podcast, c'est parce que moi, je viens d'un parcours un peu plus classique au sein de la cinéphilie, on va dire. Enfin, j'ai toujours aimé voir des films. Puis à l'adolescence, je me suis mis à en voir de plus en plus. J'ai rejoint des ciné-clubs à la Cinémathèque française et même ailleurs, en dehors, dans des petites salles de cinéma avec d'autres gens. Et je me l'étais jamais vraiment questionné jusqu'au jour où un ami en études de cinéma à la fac, qui voyait beaucoup de films, me disait mais non, mais moi je suis pas du tout cinéphile, alors que je le considérais comme tel en fait. Moi je m'étais toujours considéré comme ça, mais que lui me dise bah non, je suis pas spécialement cinéphile, alors qu'il me citait quand même des films très très pointus. Je me suis dit que ça c'est marrant ça en fait, c'est pas quelque chose qui va de soi, alors que pour moi ça a toujours été le cas en fait. J'aime voir des films, peut-être plus que la moyenne, donc je suis cinéphile. Et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, peut-être. Et c'était un petit peu pour questionner ça. Ensuite, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on cherche ce mot de toute une histoire, de beaucoup de choses, on va dire, qu'elles soient positives ou non. Et ça fait pompeux aussi. Et ça fait très pompeux, très snob aujourd'hui. Alors que, en fait, si on reprend l'étymologie du mot, c'est vraiment le fait d'aimer le cinéma et d'aimer voir les films. Et c'est peut-être pour remettre un peu de simplicité, de légèreté en tout cas à cette notion-là qu'on fait le podcast. Et d'amour, vraiment. Je pense que les gens qui viennent dans l'émission, on sent, et de toute façon durant l'entretien, on sent qu'il y a un vrai amour de ce dont ils parlent. Et
un vrai attachement à ces images et à ces histoires qu'il raconte. Et c'est ça aussi qu'on veut, c'est de faire aimer le cinéma par des discours très intimes de chacun. Et très enthousiaste. Oui. Mais c'est parce que aussi vous leur confrontez des images et des sons. C'est ça je pense, qui les rassure un peu, qui les soulage, vu que si vous avez on a le même langage, je me permets de m'inclure là-dedans, mais il y a le même langage, donc c'est l'image et le son, et on ne peut que accepter cela. Et puis je vois pas pourquoi, être cinéphile ou aimer l'image ou travailler le rapport à la vie, au monde à travers les images que l'on voit, c'est aussi un moment communiquer. Si on communique pas, ça devient compliqué. Et donc moi, c'est la première chose qui m'a beaucoup, pas étonné, mais qui m'a soulagé plutôt. Ouais, vraiment soulagé, c'est le fait que comment vous travaillez, là vraiment je suis très curieux là-dessus, comment vous travaillez vos émissions, parce que celles et ceux qui n'ont jamais vu, vous voyez, j'ai dit vu, qui n'ont jamais entendu vos podcasts, il y a un travail incroyable, ça n'est pas qu'une conversation, c'est des propositions d'images, donc vous avez travaillé ces propositions d'images à travers la personnalité que vous invitez, mais aussi les films Franck Beauvais, par exemple. Enfin, travailler sur Franck Beauvais en lui proposant des images, c'est juste extraordinaire, vu que c'est quelqu'un qui a fait un film, ne croyez surtout pas que je hurle, qui est fascinant, dans lequel il parle de lui à travers des images des autres. Donc, comment ça se travaille, je sais que c'est des petites cuisines internes, mais je suis très curieux de savoir ça. Donc, vous pouvez me dire non, on ne te le dira pas, et c'est une réponse. Je suis très surpris. Alors en fait, on a un peu une structure d'émission. Alors ceux qui l'ont écouté sauront de quoi on parle en tout cas. Et donc on prépare des questionnaires en amont pour nos invités. Sauf que plutôt que de répéter les mêmes questions d'invité en invité, on s'adapte vraiment à chacune des personnes à qui on va parler en fait. Donc on a une petite partie qui s'appelle portrait où on trouve 3 choses. Donc ça peut être une chanson, une partie du corps au cinéma. C'est comme un portrait chinois. Ouais. Donc, et ensuite, on a une partie qui concerne les circonstances, les conditions de visionnage, tout ça. Donc, si la personne, mettons qu'elle soit projectionniste, on va lui poser des questions sur son rapport à la pellicule, son rapport à la technique, tout ça. Enfin, on s'adapte vraiment aux invités et on leur envoie le questionnaire en amont. En fait, oui, le questionnaire, à la fois, il reste toujours le même parce qu'on a les mêmes catégories. On a toujours circonstances de visionnage, mémoire et oubli, cinéma et transmission, la carte blanche et le film refuge. C'est vraiment nos catégories qui reviennent, mais après, dans chaque catégorie, on va poser 2 questions ou 3. Et là, par contre, ça va être vraiment complètement tourné vers l'invité et on va faire un questionnaire sur mesure par rapport à notre invité et ce qu'on aura lu, lui, ce qu'on connaît de lui, si on le connaît plus ou moins personnellement. Et après, donc, on a vraiment ce vrai travail de recherche et de connaissance en amont et on essaie de deviner un peu des choses sur l'invité. C'est ça, on essaie de viser juste, en fait, et donc parfois ça marche très bien. Et surtout, les invités répondent avant l'enregistrement par quelques mots, par quelques titres de films. Alors bon, il y a ceux qui répondent vraiment de façon très, très concise et ceux qui nous envoient des listes et des listes et des listes de films. Et si on ne connaît pas les films, on essaye de les voir parce que en fait, ça permet de ne pas prendre en traite l'invité et puis de le mettre face à des questions beaucoup trop compliquées, de but en blanc comme ça aussi. Et surtout, si on a tous vu les films autour de la table, ça permet d'amener la conversation un petit peu plus loin. Et après, une fois qu'il nous a répondu et qu'il nous a donné toutes ces listes de films, on essaye de faire des liens entre ces films, de voir comment on pourrait parler de ces films par rapport à notre invité. Oui, parce que je pensais, on a fait une interview hier et donc où en fait on parlait de Teenage Movie, et notre invité, elle nous avait donné 5 ou 6 films, c'était assez conséquent et donc voilà, on a essayé de faire des liens entre ces films et de voir comment notre invité pourra en parler de la meilleure manière, quoi. Donc, et vous avez beaucoup de facilité déjà, comment vous choisissez vos invités? Sur quels critères vous choisissez vos invités? Les tout premiers, c'était quand même nos amis, parce qu'on commençait... Oui, bien sûr, c'est normal. Il faut commencer quelque part. Et ensuite, en fait, c'était vraiment soit des gens qu'on admirait, pareil, sur les réseaux sociaux. Enfin, on cherche à avoir le plus grand panel de professionnels du cinéma on voit qu'il y a un rapport au cinéma qui peut être intéressant à développer dans les émissions. Je pense la troisième personne qu'on a interviewée, c'était Al236, qui est un youtubeur qui parle beaucoup d'art et de cinéma. Oui, je connais très bien. Oui, je l'avais même invité pour venir parler d'Exorciste. On avait fait un live ensemble. Donc, super.
Et après, ça se fait petit à petit. Et en fait, souvent, ce qui est assez marrant, c'est un peu un jeu de marabout parce qu'on a des invités qui viennent, qui nous conseillent un invité, et puis ça, voilà, ça marche un peu comme ça, donc c'est assez drôle. Mais c'est vraiment aussi nous qui, enfin, au gré de nos rencontres dans la vie, dans le cinéma, n'importe où, on voit des gens qu'on se dit, ah bah tiens, lui, il a un rapport au cinéma intéressant qui pourrait être intéressant de développer dans le podcast, et on essaie d'avoir différentes visions. Et pas avoir que des réalisateurs ou des réalisatrices, d'avoir vraiment un panel de professionnels du cinéma, mais vraiment au sens large. Du moment qu'il y a cet amour du cinéma qui nous paraît important, bah on y va, et parfois, alors c'est arrivé qu'on nous réponde non, Oui, quand même. on accepte tout à fait, mais souvent les gens sont soit curieux, soit se disent bon bah pourquoi pas, et on a pratiquement que des retours positifs, où une fois qu'ils ont fait l'interview, bah, ils sont super contents de l'avoir fait, parce que ça fait toujours plaisir de parler des films qu'on aime. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais ça se fait vraiment un peu au coup de cœur, et soit au coup de cœur, soit au marabout, où les gens nous conseillent les prochains invités. Oui, on a des invités qui nous suggèrent d'autres invités, justement. Enfin, c'est ça qui est assez amusant. Donc il y a une connexion. Avant qu'on... Oui, c'est ça. Et avant qu'on continue à développer l'intériorité de votre émission, on va revenir au début. Dans Fait Croquer, j'ai toujours cette question qui était sympathique au début et qui est maintenant pesante, parce que j'ai envie de l'éloigner, mais je ne peux pas. Et puis ça me permet aussi un peu de comprendre d'où vous venez. C'est cette image marquante qui aurait peut-être un lien avec votre rapport à l'image aujourd'hui. Est-ce que vous avez une image marquante, Fan, Clément, ou vous pouvez ne pas en avoir aussi, ça c'est possible. Est-ce que tu as une image marquante ? C'est super dur comme question. C'est difficile. C'est vraiment super dur. Après, je ne sais pas si ça peut être considéré comme une image marquante, mais moi, je me souviens quand j'étais petite, en fait, j'ai découvert le cinéma de Hayao Miyazaki. J'avais 5-6 ans au moment de la sortie de Chihiro et tout ça. Et je me souviens que j'adorais. C'était vraiment... c'est avec ce cinéma-là que, pour moi, j'aime le cinéma. C'est vraiment mon cinéma d'enfance, mon cinéma refuge. C'est vraiment celui-là. Et je me souviens que ma mère nous avait acheté la cassette de Princesse Mononoke. Elle nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de le voir avant d'avoir déjeuné. Et bien sûr, avec ma sœur, ce qu'on a fait, on a mis la cassette avant de déjeuner. Et donc, on a commencé à le voir. Et c'est un film qui est assez violent quand même. On est face à des images qui, quand on a 7 ans, peuvent marquer. Et moi, je me souviens très bien du moment où le sanglier, je crois que c'est Okoto, qui commence à se transformer. Et il y a ces petites trucs gluants qui apparaissent sur son corps et qui l'envahissent totalement. Et il y a Princesse Mononoke qui essaie de le débattre et tout. J'ai vraiment ce truc-là qui m'a marqué. Et je m'étais dit, c'est horrible, mais en même temps, on est complètement fasciné par l'image qu'on a en face de soi. Et ouais, c'est une des images qui m'a marqué. Et parce que je me souviens après que ma mère nous avait passé un savon, parce qu'on avait commencé le film avant qu'on devait. Et parce que le film est incroyable, parce que le cinéma de Miyazaki m'a beaucoup marqué et me traverse toujours aujourd'hui, et parce que c'est un film hyper fort, quoi. C'est des images qui nous restent dans l'enfance, qui sont à la fois extrêmement belles, parce que tout me reste, la musique, les images, c'est vraiment quelque chose de super fort, et en même temps, c'est des images quand même super violentes. Donc voilà. C'est lié à l'enfance. C'est ça que c'est assez beau. Et aujourd'hui, quand vous revoyez cette image particulièrement, vous ressentez la même émotion, ou il y a Je sais pas bien. En fait, c'est Miyazaki, je les revoyais tous les ans à un moment. C'était vraiment un truc cyclique. Là, aujourd'hui, j'essaie un peu de les préserver, parce que je sens que je pourrais peut-être m'en dégoûter, ce que je ne veux absolument pas. Donc, j'essaie de préserver un peu ces films et de rester dans ma mémoire de ce que j'ai de ces films et qui me nourrissent comme ça. Après, je sais que je prends toujours un immense plaisir à le revoir, mais je pense pas que j'ai autant la terreur d'enfant que j'ai eu au moment où, en tout cas, cette terreur / fascination que j'ai eu à ce moment-là. Après, je vous poserai une question à vous deux sur ça, sur ce rapport à l'enfance. J'attends que Clément peut-être me parle de cette image marquante, s'il en a une, mais après je vous parlerai de... Je vais te rejoindre dans Miyazaki alors. C'est incroyable, je crois que vous êtes les premiers à me dire Miyazaki. D'habitude, la plupart des personnes, c'est Walt Disney. Et là, c'est Miyazaki. Après, c'est une question d'habitude. Enfin, moi, je sais que mes parents me montraient autant Disney que Miyazaki, mais... Ouais, moi aussi. Mais j'ai toujours penché plus du côté de Miyazaki. Et donc, j'allais répondre autre chose. Mais en fait, c'est une bonne entrée en matière à Miyazaki, parce que moi, c'est le voyage de Chihiro qui m'a beaucoup marqué. Waouh! À quel âge?
Bah justement, j'étais assez jeune, je devais avoir, c'est l'année où il est sorti au cinéma, en fait, je pense. 2001. Je devais avoir 7 ans, ouais, 6-7 ans. Et c'est la première fois que j'ai éprouvé, le film m'a fasciné et, et un peu traumatisé en même temps, en fait. C'est la première fois que j'ai éprouvé de Oui. la peur, vraiment dans une salle de cinéma. En plus, je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles j'ai vu le film. C'était l'été, donc en Aveyron, là où je passe quasiment toutes les vacances à ce moment-là, et on y était amis voir le film. Et en plus, moi, je m'étais cassé le doigt, donc vraiment, il faisait très chaud, j'avais besoin d'un bandage, tout ça. Enfin, je me souviens vraiment de toutes les circonstances avant, pendant et après la projection. Et l'image marquante, forcément, c'est quand les parents se transforment en cochons dans le village fantôme. Voilà. Pourquoi je ne suis pas étonné par cette image? Voilà, cette image, Je ne suis pas étonné par ça, en fait. Mais ça a traumatisé une génération, ce film. Ah Mon oui, frère et oui, j'ai oui, oui. traumatisé. mais à la fois, ça m'a beaucoup frappé, ça m'a vraiment stupéfait, je pense. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui me faisaient peur quand j'étais petit, donc ça m'a fait peur sur le coup, mais je sais pas, je l'ai adopté en fait le film parce que je sais que quand on l'a acheté en DVD, je pense un peu plus tard, j'avais pas du tout peur de le revoir, j'avais envie d'y retourner en fait dans ce film. Donc et c'est un film moi qui m'a beaucoup 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 marqué sur le rapport aux fantômes aussi, sur ce qu'on peut faire avec l'animation. Donc ouais, il m'accompagne. Je le vois pas souvent, mais c'est un film qui continue à m'accompagner en tout cas. Il y avait Serge Daly qui disait que quand il était ado, pratiquement, il y avait certains films qui existaient à cette époque-là et donc sa génération les recevait en plein visage. Et c'est des films ah là là, Nuit et brouillard. Bon, c'est vrai que c'est l'extrême, ça. Peut-être, je veux bien le croire, mais d'autres films comme Les Premiers Aînés, voilà, il y avait comme ça certains générations comme ça qui recevaient des images assez fortes et ça les a préparés assez rapidement à l'âge adulte. Bref, ça les a conditionnés et je me dis que Miyazaki pourrait être aussi un cinéaste qui pourrait conditionner assez rapidement tous les enfants qui découvrent leur... Il y a quelques films qui sont Pogno sur la falaise, bon, ça va. Mais je veux dire, des films comme que vous avez cités, hein, Mononoke, je me souviens très bien. Bon, je suis pas de votre génération, donc c'est différent, mais je me souviens très bien que Chihiro, j'ai attendu longtemps avant de le montrer à mes enfants. Mais est-ce que c'est ça, en fait, là où je voulais en venir, c'est que est-ce que pour vous c'est important que à l'enfance même on montre aux enfants des films qui peuvent peut-être les conditionner, les préparer à l'âge adulte, mais par rapport au sens de l'image, je veux dire ça. On va pas leur montrer des images pornographiques ou des images extrêmement violentes, extrêmement gore. C'est pas de ça dont je parle. C'est de dire préparez-vous à ce qu'une image peut dire cette image. Donc, de leur montrer des films dans lesquels ils doivent être un peu, il faut les déstabiliser un peu, les perturber, mais en même temps les donner envie de revenir à ces images comme toi, Clément, avec Chihiro. Est-ce qu'il y a de cela? C'est de ça dont c'est cette question que je voulais vous poser. Ouais, c'est une question super dure. Après, oui, je pense que c'est important de confronter les enfants à des images comme ça. Parce qu'en effet, c'est la vraie vie. Puis je pensais aussi aux teenage movies, qui sont des films aussi qui parlent de l'adolescence, qui parlent de ce moment où on est hors du monde. Enfin, les films aussi, parfois, sont des étapes dans les vies. Et je pense à Miyazaki, qui est pour moi particulièrement, le cinéaste qu'il faut voir à tout âge de toute manière. Mais pour l'enfant, je trouve ça génial parce qu'il parle de sujets hyper profonds, et de sujets parfois super graves. Moi, je pense par exemple à Kiki la petite sorcière, où en fait, il parle quand même de la dépression d'une jeune fille qui part sans ses parents à 13 ans et qui doit travailler, qui est quand même horrible. C'est terrible comme situation. Et c'est pas que c'est léger, mais c'est juste que c'est doux. Il a une manière de le montrer et d'en parler et de raconter des histoires sur des sujets hyper forts, mais de manière douce et vraiment belle, en fait. C'est super beau. Et donc, ça permet aux enfants, moi, je me suis retrouvée dans le cinéma, et je pense que Clément aussi, ça permet de nous habituer, et on s'en rend même pas compte, enfant, mais de nous habituer, de nous mettre en frottement sur ces sujets hyper forts, mais de le faire de manière hyper belle et où on a envie d'être dans ces situations. Moi, j'ai envie de vivre dans un film de Miyazaki concrètement, alors que c'est pas toujours facile, quoi. Mais c'est drôle aussi cette question, ça me fait penser à l'une de nos premières invitées, Élodie Imbeau, qui travaille notamment aux activités jeunes publics de la Cinémathèque française. D'accord.
avec qui on avait discuté justement dans le podcast de cette notion de film pour enfants ou pas pour enfants. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important, tout ça? Et de ce qu'on montre justement aux enfants et à quel âge, sachant que dans certaines programmations, il me semble, tu me dis si je me trompe, mais elle avait montré des films de Kurosawa aussi, Oui, Dersu Erzu, Uzala, ouais, Derzu Uzala. à des enfants. Alors je sais plus de quel âge, Waouh. peut-être de 6 ans, mais peut-être 10 ans, je sais pas, mais du coup c'est intéressant de poser. Dersu Uzala Ouais. à 6-10 ans. Non, pas à 6 ans, non, peut-être pas quand même. Mais voilà, en tout cas, on questionnait cette idée de quel film montrer à partir Oui. de quel âge. Et pareil que fan, je trouve que c'est important de montrer, alors tout en les accompagnant bien aussi, de montrer aux enfants des films qui feraient comme des électrochocs un petit peu. Qui de leur permettre de parler dessus aussi. C'est ça. Et du coup, moi, je sais, alors il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que j'ai déjà été à des séances jeunes publics à la Cinémathèque. Mhm. Parfois, on montre des films des années 50, des années 60, on montre des films muets, des films d'animation, enfin, on montre beaucoup, beaucoup de films qui sont pas uniquement dans le spectre film pour enfants. Et puis, parfois, il y a des enfants qui parlent aussi parce qu'il y a un intervenant avant ou après. Et c'est toujours très intéressant de voir les questions que eux posent, en fait. Enfin, je trouve ça toujours assez fascinant parce qu'ils comprennent bien les films, moi, je trouve, les enfants. Puis parfois, ils sont hyper Ah oui. concrets, ils posent des questions, surtout sur les documentaires, ils vont poser des questions hyper concrètes, genre ah bah le personnage, c'est qui aujourd'hui? Ou alors, je me souviens d'un copain qui m'avait raconté qu'il avait montré son film où il vivait dans un camion, enfin il avait filmé dans un camion pendant des mois et les enfants demandaient bon bah alors comment vous êtes lavé, comment vous faisiez, enfin c'est hyper concret avec les enfants et c'est ça qui est chouette aussi quoi. C'est ça qui est chouette, effectivement. À partir de quand vous avez commencé à... Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic où vous avez commencé à vous dire que le cinéma, c'était d'abord et avant tout un divertissement, et ça, pas besoin d'y revenir là-dessus, c'est très bien comme ça, mais que c'était aussi peut-être un moment où on pouvait s'adonner à une réflexion, que ça pouvait dire quelque chose de vous aussi. À partir de est-ce qu'il y a eu un déclic, et c'était à partir de quand vous avez commencé à vous poser cette question? Vas-y d'abord, parce que moi, je réfléchis. Alors, Je vous ai pas envoyé le questionnaire, c'est pour ça. Désolé. alors, je pourrais pas trouver un instant T comme ça. En fait, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille relativement cinéphile quand même. D'accord. Mon père a toujours vu et montré beaucoup, beaucoup de films, parce que c'est une de ses passions. Donc, on a toujours eu beaucoup de DVD à la maison, on va dire. Et je me souviens que quand on était petit, il a dû prendre une carte UGC illimitée, en fait. Et même s'il allait au cinéma avant, et qu'on y allait souvent, enfin là, il s'est mis à y aller de façon beaucoup plus récurrente toutes les semaines. Et moi, à partir de l'adolescence, même un petit peu avant, vers 11 ans, 11-12 ans, je me suis mis à l'accompagner quasiment toutes les semaines, en fait. J'allais voir vraiment énormément de films à ce moment-là, en plus de ceux qu'on regardait chez moi aussi. Et puis, à force de regarder des films, je me suis dit que c'est ça qui me plaisait, en fait, d'une façon ou d'une autre. À ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire dans le cinéma ou en lien avec le cinéma, mais je savais que c'était ce vers quoi j'avais envie de me diriger, en tout cas. Et puis, ensuite, j'ai commencé à regarder des films uniquement de mon côté, à développer mes propres goûts et ma propre cinéphilie, indépendamment de qui que ce soit, on va dire. Puis, ensuite, comme je me sentais un petit peu isolé, que mes copains au collège et au début au lycée regardaient pas forcément les mêmes films que moi, j'ai ressenti le besoin de rencontrer d'autres cinéphiles, on va dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé justement aller à des ateliers organisés pour les adolescents et les jeunes étudiants à la cinémathèque ou dans des ciné-clubs et justement à nouer avec tout un tas de gens cinéphiles. Et voilà le cheminement en fait que j'ai fait qui m'a fait me dire que le cinéma, c'était pas qu'un divertissement, on va dire. Alors, pardon, Fan, juste une question. La cinémathèque, pour vous, c'est très important. C'est un lieu c'est un lieu fondamental pour vous, la cinémathèque. Ah bah du coup oui, on peut dire ça comme ça. Bah, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de films, parfois rares même, en salle en fait. Et dans des formats. Enfin, c'est comme ça que je vais commencer à voir des films en pellicule. Je fétichise pas du tout la pellicule, la Oui, numérique. oui, bien sûr. Ah, mais c'est comme ça que j'ai eu des expériences effectivement intéressantes en salle en tout cas. Et vous, Fan, ce serait quoi ce serait ce moment-là ou cette période aussi. Ça peut être, c'est surtout peut-être une période, j'imagine, mais est-ce qu'il y a eu... Alors, si vous me dites c'était il y a 3 mois, il n'y a aucun souci, je le comprendrai. Hein.
Non, mais c'est vrai que moi, je viens d'une famille beaucoup moins cinéphile que Clément. Après, mes parents m'emmenaient au cinéma et on regardait des films, mais c'était, on va dire, dans une espèce de normalité, même s'il n'y a pas de normalité, mais c'est juste que voilà, c'était pas quelque chose où ma famille était particulièrement friand, mais c'est des choses qu'on faisait de temps en temps, on n'était rien contre. Après, moi, pour le coup, c'est vraiment Clément qui m'a amené en fait vers cette importance du cinéma. Moi, j'ai toujours un peu tourné autour. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai beaucoup étudié sur tous ces arts-là. Donc, c'est pas du cinéma, mais j'étais un peu dans ce bain-là. Et en fait, j'ai rencontré Clément en prépa, quand on était en prépa lettres. Et on était toute une bande de copains. Et en fait, quand on partait en vacances faire la fête, voilà, Clément, c'est lui qui ramenait 6 DVD qu'on devait voir pendant les 4 jours où on était en vacances ensemble. Et voilà, à 3h du matin, quand on était tous bien pétés, il nous mettait steak de Quentin Dupieux ou alors. Tarkovsky, c'est très bien, Tarkovsky. Il nous a pas de Bill Clinton. Ah ouais, oui, ça c'est bien, ça, à 3h du matin. Bill Clinton, c'est bien à 3h du matin. Et en fait, à son contact, on a tous été un peu, il nous a un peu contaminés d'une certaine manière. On sentait que le cinéma était hyper important pour lui, et donc on était forcément, ça nous imbibait d'une certaine manière. Et après, en fait, avant de lancer le podcast, on a travaillé 1 an ensemble avec Clément sur le podcast justement pour le lancer. Donc il y a eu cette préparation là. Et après, moi, si j'ai eu un moment où vraiment le cinéma où ça m'a marqué en tout cas, c'était Clément. On était tous à Berlin, toute la bande de copains à Berlin, et il nous avait dit: oh, il y a un film sympa à voir au festival des films indépendants américains. Et nous, on était crevés parce qu'on avait marché toute la journée dans Berlin, on était défoncés. Donc moi, je m'étais dit: bon, on va se caler dans la salle de cinéma, je vais pioncer, ça va très bien se passer. Et en fait, c'était un film de Kogonada qui s'appelle Columbus. Et je suis restée scotchée à mon piège. Et vraiment, j'ai vécu le film comme. Je sais qu'il y a eu des séances que j'ai déjà vécues peut-être comme ça, mais en tout cas, ça m'a moins marqué. J'étais peut-être moins en conscience de ce qui se passait. Mais vraiment, ce film, c'était une vraie étape dans ma cinéphilie. Et où le cinéma est devenu important. Il était déjà important avant, mais en tout cas, voilà, c'est un peu peut-être ce moment où j'ai conscientisé le fait que le cinéma pouvait avoir un tel impact sur moi, sur ma vie, sur comment je la vivais. Et voilà, donc ça c'est venu vraiment sur le tard, et c'est quelque chose que je conscientise vraiment ces dernières années, quoi. C'est pas quelque chose qui est arrivé dans l'enfance. Pardonnez-moi de la comparaison, mais vos réponses donnent l'envie de voler la DeLorean de Marty McFly et d'aller aussi dans ma jeunesse pour goûter ce moment-là de la cinéphilie qui est extraordinaire, ce moment. Une question qui est très très bizarre, mais je rebondis sur ce que vous disiez par rapport aux 6 DVD. Mais vous allez vraiment me trouver complètement fou. Mais Clément, quand tu arrives avec tes 6 DVD, c'est un montage aussi, parce que tu proposes 6 films, j'imagine, de genres différents, donc il y a une idée de montage aussi. Et est-ce que ça t'arrive souvent J'avais posé des questions à pas mal de personnes qui sont des enfants de la VHS, un peu comme moi, et très souvent, ils découvraient des VHS dans lesquels il y avait parfois un film ou 2. Et je leur posais souvent la question, mais est-ce que souvent c'était leurs parents, ou même très souvent c'était le papa, qui et une fois sur 2, on me disait: ah non, mais mon père faisait exprès, c'était important qu'il y ait un western et un western, ou alors qu'il y ait 2 films du même auteur. Donc c'est pour ça que je pose la question, parce que ça peut aussi donner une réponse peut-être intéressante. Mais est-ce qu'il y avait cette idée de montage quand tu proposes quelques films comme ça à des potes? Est-ce qu'il y a cette idée-là? Bah oui, un petit peu. Ça m'a toujours intéressé de programmer, en fait, et de choisir quel film montrer à qui. Et c'est important je m'attachais pas mal aux circonstances aussi, parce que justement, quand on a envie de montrer des films aux gens et qu'on n'a pas envie de les dégoûter pour autant, il faut quand même garder à l'esprit à qui on s'adresse aussi. Et puis, par exemple, on partait en vacances, donc j'aimais bien montrer des comédies ou des films plutôt légers quand même. Ouais, des films, je me souviens de cette année-là, j'avais dû apporter effectivement un film d'animation de Bill Clinton, Les Amants électriques. Je me souviens aussi. Il y avait La fille du 14 juillet aussi. C'est génial ça. C'est génial. J'aime énormément. Ah oui, c'est bien ça. Des films comme ça, en fait, c'est-à-dire pas forcément des films les plus connus. J'aimais bien faire un petit pas de côté pour faire découvrir justement des films que les gens, que mes amis ne connaîtraient pas, mais je savais que c'est des films qui, a priori, seraient appréciés, parce que il n'y a rien de pire que d'être la personne qui impose un choix à d'autres.
et ça va les dégoûter des films ensuite. Enfin, je pense qu'il faut toujours faire attention à ça aussi. Et après, l'idée de montage, oui, alors je le conscientisais peut-être pas comme ça à ce moment-là, mais l'idée qu'il y avait peut-être une cohérence entre les films, c'est très possible. Maintenant, ça m'arrive de faire encore des listes, donc je me rends beaucoup plus compte, mais à ce moment-là aussi, c'était peut-être le cas. Oui. Mais même, ça a parfois vraiment marqué nos vacances. Parce que je me souviens une fois, on regardait la saison 1 et la saison 2 de Twin Peaks. On était quand même dans une ambiance assez particulière. Enfin, c'est la première fois que je voyais du Lynch. C'était un peu glauque et merveilleux. Et je me souviens, on était en plein en épisode. Et il y a un de nos amis qui arrive, qui était complètement trempé, et qui nous dit vous devez aller chercher les garçons, ils sont perdus. Et donc, on était arrivés, on cru que c'était une apparition. Je me suis dit, mais ça fait partie du film. Enfin, voilà, c'était un truc où c'était vraiment, les films ont marqué comme des événements, des péripéties, nos vacances, et on s'en souvient encore, quoi. Et ils infusent effectivement dans les souvenirs qu'on peut avoir après. Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Avant qu'on parle de cette fameuse année que vous avez mis pour pouvoir préparer, ça m'intéresse de comprendre qu'on peut mettre 1 an pour préparer des podcasts. Ça m'intéresse parce que ça parle de structure. Je suis très intéressé par l'architecture, la structure d'une émission ou même d'un livre ou d'un film, bien évidemment. Est-ce que c'était important? Est-ce que le rôle de la critique de cinéma a joué un rôle fondamental aussi dans cette idée de passeur? Tu veux répondre? Ouais, peut-être parce que je vais faire court, mais moi, je ne lisais pas du tout de critique de cinéma. Enfin, je ne lisais pas, c'était vraiment pas quelque chose. Par contre, à 18 ans, je suis tombée dans le bain de YouTube et je suis tombée dedans par le Fossoyeur de films, qui est un critique cinéma Ouais. comme ça. Et ça, pour le coup, je me le mettais intraveineuse tout le temps. Mais vraiment, c'était quelque chose que j'adorais et je me souviens que voilà, ça a marqué mon rapport au cinéma, pareil, où je regardais énormément de youtubeurs et particulièrement cinéma. Alors, je retenais pas forcément tout, mais ça me marquait quand ils parlaient des films où c'était souvent un rapport très personnel. Ils disent je, souvent c'est des gens qui parlent des films qu'ils aiment. Donc c'était vraiment, ouais, ça, moi je suis vraiment née au niveau de la critique sur YouTube. C'est intéressant. Mais alors moi, justement, c'est plutôt l'inverse. En fait, à l'adolescence, même vers 15-16 ans, je me suis mis à lire pas mal de critiques de cinéma, pas mal de revues, notamment les cahiers. En fait, les cahiers du cinéma m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et, et donc, c'était un peu un rituel. Je l'attendais tous les mois, je le lisais. Je le lis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, je comprends. Et parfois, je lisais d'autres revues aussi. Enfin, ça m'a toujours intéressé de lire tout ce qui s'écrivait à droite à gauche. Ça m'est aussi arrivé de lire positif parce que mon père le lit aussi, justement. Je lisais aussi les pages ciné des Inrecuptibles. Quelle période? Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Là, c'est vraiment des choses. Non, ça, lesquels il n'y a pas de souci à cela. Non, par rapport, vous disiez les pages ciné des Inrecuptibles, c'était quelle période? C'était il y a une petite dizaine d'années, un peu plus. D'accord. D'accord, ok. Voilà. Et ça m'arrive encore de lire. Enfin, et après, je suis toujours très curieux aujourd'hui de ce qui s'écrit. Voilà, on parlait de Mathieu Macheret, par exemple, donc ça m'arrive de lire dans les cahiers, dans le monde aussi. Enfin, j'aime bien lire, en tout cas, la critique cinéma en général. Fad, vous avez parlé de YouTube. Je ne peux pas ne pas en parler non plus. Aujourd'hui, en 2021, énormément de chaînes YouTube, et dans lesquelles parfois se pose beaucoup cette question de légitimité. Est-ce que ce sont des critiques de cinéma ou pas? Pardonnez-moi cette grossièreté. Est-ce que c'est de la merde ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce qu'il y a une pensée qui s'en dégage aussi ou pas? Et il y avait cet article qui avait été rédigé par Mathieu dans les cahiers du cinéma qui posait la question, qui avait même était même assez dur globalement sur ce qui se faisait sur YouTube. Je suis malheureusement d'accord avec lui, parce que c'est vrai que pour vraiment me confronter à ce qui se passe actuellement, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Il y a quand même des moments, des fulgurances, des chaînes, quelques chaînes comme ça qui sont assez fascinantes dans leur manière de penser le cinéma. Je pense par exemple comme ça à des rétro cinéma, c'est des chaînes YouTube avec des pseudonymes très forts, mais ils ont une manière de penser le cinéma qui est particulièrement intéressante. J'aimerais bien vous entendre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur, effectivement, aujourd'hui, le rapport peut-être
Est-ce que ça, est-ce que ça vous intéresse, mais est-ce que les questionnements de cinéma sur YouTube, est-ce que c'est quelque chose qui peut-être vous sensibilise ou pas aujourd'hui, hein? Vous sensibilise et Ou pas, enfin, ou pas du tout, je veux dire, pardon. c'est vrai que moi, j'ai pas du tout lu et je trouvais ça pas très accessible en fait, mais c'est parce que je me suis pas mis de lire de la critique sur le cinéma, etc. Après, moi, ce que je trouve bien justement dans, dans, dans YouTube par rapport au cinéma, c'est qu'il y a cette parole très personnelle des Mhm. youtubeurs. Et alors, c'est souvent, bon, ça j'aime moins, mais des critiques à chaud sur les films qui viennent sortir. Alors là, ça fait un peu café du commerce parfois. Et à moins qu'on aime le youtubeur et qu'on suive la chaîne plus pour le youtubeur que Pour le pour film. les sujets ou les Ouais. films. Là, dans ces cas-là, je vois l'intérêt, mais le côté parfois un peu café du commerce m'intéresse moins parce que je préfère en parler avec mes potes. Dans ces cas-là, c'est assez Mhm. la plus. Mais Bien sûr. après, en fait, moi, ce que ça m'a permis de. Ce que je trouve intéressant dans YouTube, c'est qu'on voit vraiment une cinéphilie hyper éclectique. Et puis, on peut parler de. Enfin, voilà, j'ai pu avoir accès à des films, je pense, où j'aurais moins eu accès en étant que sur peut-être les critiques presse papier ou presse télévision. Et c'était. En fait, je me retrouvais dans les gens qui en parlaient. Donc, il y avait peut-être aussi cette espèce de génération où on est avec des gens qui sont plus ou moins du même âge que nous. Euh, et ouais, et moi par exemple, j'aime énormément l'animation japonaise. Donc j'ai vraiment sur YouTube, il y a toute une niche sur l'animation japonaise et où voilà, j'ai découvert plein de mangas et plein d'animés grâce à des chaînes. Et moi je trouve que ouais, c'est une manière de s'exprimer sur le cinéma qui est peut-être plus libre et peut-être un peu moins cadrée, mais donc voilà, qui peut avoir beaucoup de dérives aussi. Parce que il y a parfois, je pense que bon, c'est des choses qui viennent de se sentir, de se sentir un peu responsable du public auquel on parle, parce qu'on parle quand même parfois de millions ou de milliards de vues sur des vidéos. Donc, Ouais. il y a la responsabilité vient petit à petit, mais il y a quand même eu beaucoup de conneries qui ont été dites. Et ça, c'est peut-être un peu le côté peut-être un peu plus sombre de la critique YouTube, mais je trouve qu'il y a une facilité, il y a et une diversité des films dont on parle moi, qui me plaît, quoi. J'ai découvert plein de choses et puis j'ai pu aussi me trouver ma communauté, parce qu'on parle de communauté sur YouTube. Euh, voilà, et c'est ça que j'aime bien, c'est être à la fois surprise par les chaînes que je regarde, parce qu'ils vont me parler de films que j'aurais pas imaginé exister. Et moi, je pense par exemple à une chaîne que j'adore qui s'appelle La Zone, et c'est Ouais. Anima qui fait ça. Et je trouve que c'est sensationnel ce qu'il fait. À chaque fois, c'est des Mhm. films que je découvre. Et il en parle d'une manière à la fois extrêmement pointue. Enfin, on sent qu'il a fait plein de recherches dessus, mais on sent qu'il y a un attachement hyper sensible au film dont il parle. Et des chaînes un peu plus grand public, comme Al236, comme Le Fossoyeur de films, qui sont des chaînes où je vais voilà, avoir des critiques et des commentaires sur des films que j'aime. Enfin voilà, Mhm. donc c'est ça que j'aime dans YouTube, mais je sais pas si ça répond trop à la question. Ah, ça répond parfaitement d'ailleurs à la question. Parfaitement. Mais voilà, après moi je suis assez d'accord avec ça. Mais en fait je trouve que ça peut être un laboratoire Mm. pour la critique de cinéma YouTube, mais que ce qui fait de plus intéressant souvent c'est les choses les plus marginales aussi. Tu parles de la zone, Mm. et le problème de la zone c'est ils sont assez peu vus malheureusement par rapport à le 236 ou au Fossoyeur de film, alors que ils essayent de pousser très très loin l'idée de l'essai vidéo justement pour parler d'un film, pour faire de l'analyse. Sur le YouTube américain, je crois qu'il y avait pas mal de critiques intéressantes comme Every Frame a Painting Mm. ou même Kogonada, dont on Ouais, parlait ouais. tout à l'heure. Enfin, donc potentiellement, il y a plein de choses à faire et, et j'ai l'impression qu'on pourrait beaucoup plus questionner cette idée du médium YouTube pour faire de la critique de cinéma, en Mm. fait, plutôt que de toujours recycler les mêmes recettes. Mm. C'est la mise en avant du jeu. Pour Mm, moi, que les nouveaux médias, que ce soit YouTube ou le podcast, on a un rapport aux personnalités qui parlent à l'intime, qui est beaucoup plus grande, et donc moi personnellement, qui me touche un peu plus que peut-être Mhm. dans la critique un peu plus, euh, euh, comment on dit, traditionnel. traditionnelle, ouais, où c'est plus cadré, donc forcément on a des pots de pensée un peu plus cadrés, c'est moins n'importe quoi parfois, mais où on perd cette... Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le podcast, c'est d'avoir un accès à une personnalité, une certaine intimité qui nous touche, quoi. Ce qu'on aime, enfin souvent, c'est les gens qui sont autour de nous qui nous conseillent des films, et c'est parce que telle ou telle personne nous en a parlé d'une certaine manière, qui nous a touchés, qu'on va aller les voir. Enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je marche. On va me parler d'un film d'une certaine manière et ça va me toucher, donc on va aller regarder le film en question.
pourquoi avoir mis 1 an pour vous lancer? Est-ce que vous aviez du mal à définir pas une éditoriale, mais en tout cas une base, un décor de ce que vous vouliez faire, ou comment ça s'est passé? Bon, alors déjà à la base, la vraie raison pragmatique à tout ça, c'est que j'étais en Erasmus à Berlin à ce moment-là, Ah donc oui, effectivement, c'est compliqué. n'étant pas dans le même pays, ça aurait été compliqué. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir l'idée du podcast. J'écoutais beaucoup d'émissions. Je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts en fait à Berlin parce que la ville est très grande, donc il y a beaucoup de temps de transport. Et donc même pour aller à la fac ou pour aller d'un point A à un point B, je me suis mis vraiment à écouter plein de podcasts. Et puis du coup, je me suis forcément posé la question de qu'est-ce qui se passe dans les podcasts de cinéma. Donc j'ai pas mal écouté des émissions de France Culture comme Plan Large, Hmm. euh, qui nous a beaucoup influencé, je pense. J'écoutais aussi pas mal Mauvais Genre à ce moment-là. Et je me suis dit, mais dans les podcasts natifs, vraiment dans ce nouveau médium, qu'est-ce qui s'y passe? Et là, je m'y retrouvais pas forcément. En fait, alors, ce qui s'y fait est très intéressant, mais c'est beaucoup justement de discussions entre potes, dont l'auditeur parfois peut se sentir un petit peu exclu aussi. Alors après, ça marche très bien et tout, mais moi, j'avais un peu de mal à m'y retrouver en fait. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il y a la place de faire quelque chose un peu différemment en fait, qui soit ni ce qui se passe sur France Culture, que j'adore hein, pourtant, ni ces discussions entre potes en fait. Il fallait trouver un peu une troisième voie, on va dire. Et Et puis, puis, il y avait le terme aussi, cinéphile, qui te posait question. c'est ça. Et puis Et, bon, et- à partir de ce moment-là, on a écouté des choses, on a beaucoup discuté, et puis après, on s'est inspiré de pas mal d'émissions qui ne parlent pas de cinéma aussi, en fait. Ben, remède à la mélancolie, il faut bien rendre à César ce qui est à César. Mais Eva Bester nous a vraiment transformés. Son émission est incroyable. Et il y a, enfin, de toute façon, il suffit d'écouter notre émission pour voir qu'elle est vraiment Oui, influencée par celle-là, quoi. Mais, euh, mais ouais, non, c'est parce que c'est Clément qui a vraiment gambergé l'idée au départ et qui est venu me voir ensuite en me disant, tiens, tu voudrais pas qu'on fasse quelque chose ensemble? Et il y avait vraiment ouais, ce rapport. Je me souviens, tu nous avais dit que ce truc des transports dans Berlin, ça m'avait fait rire de se mettre à écouter des podcasts à ce niveau-là. Et c'est vraiment ce terme de cinéphile qui, nous deux, nous semblait écrasant. Et en même temps, on aimait tous les deux énormément parler de films. Et c'était ça qu'on voulait partager, quoi. Et on sentait qu'on avait une cinéphilie assez complémentaire. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Donc on a écrit plein de notes d'intention, entre guillemets, où voilà, on s'est dit de comment on veut parler et tout. Après, on s'est fait un questionnaire où on a mis toutes les questions et toutes les questions qu'on aimerait poser. Voilà, on s'est fait un questionnaire article qui faisait 6 pages, voire plus, où on comme avait une boîte à outils, voilà. voilà, exactement. Et petit à petit, on a vu qu'il y avait des thématiques qui pouvaient se former. Moi, je me souviens, il y avait des trucs aussi qui traversaient énormément Clément, genre mémoire et oubli. Je sais que c'est vraiment la catégorie de Clément où ça le travail de savoir s'il y a des films qu'on peut oublier, s'il y a des films qui nous hantent. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Et par rapport au sommeil, parce que moi, je m'endors peu souvent devant les films, alors que Clément s'endort souvent. Souvent, Souvent. ça, Enfin, tu t'endors, quoi. Tu peux ça t'endormir, m'arrive alors que beaucoup. moi, c'est beaucoup plus rare. Et, euh, et voilà, ce rapport au cinéma vraiment physique. et tu les entends? Pardonnez-moi. Voilà. Vous les entendez, les films, quand vous dormez? C'est une bonne question. Ah, non, moi, j'entends pas les films. Ça m'arrive d'imaginer que je vais au cinéma ou que je vais voir un film ou pas, mais Si moi je suis. toi, Enfin, t'entends les films, toi? j'entends. Enfin, peut-être pas, mais je sais qu'il y a des musiques qui me restent en tête. Et il n'y a pas très longtemps, on parlait de Mon nom et personne de Tony et Valérie. Hmm. Et Tony et Valérie. Et je me souviens. Et paraîtrait-il Sergio Leone aussi. Oui. Et la musique d'Ennio Morricone, vraiment, je pense que j'ai dû l'entendre une fois ou deux en m'endormant. Quoi. Il y a un truc, elle est tellement. Enfin, d'ailleurs, elle a dû m'empêcher de dormir aussi. Il y a cette anecdote assez incroyable. Pardon, je remets encore sur la table Serge Danet, mais c'est bizarre d'ailleurs. Mais il y a une anecdote assez bizarre où effectivement il s'est retrouvé à dormir lors d'une projection de film, de presse, et il a écrit ensuite ce papier. Et l'auteur du film avait dit, je crois que c'était Téchiné, qui avait dit c'est le meilleur papier
qu'on ait fait sur mon film. Et Téchiné et Dané se connaissaient très très bien, donc Dané a fini par lui dire qu'il avait dormi, et il lui a dit mais c'est le meilleur papier que j'ai vu dans mon film. Dané expliquait après dans un autre papier qu'il avait dormi et qu'il y avait comme ça ce rapport que le film s'était incrusté dans son sommeil et qu'il le voyait endormi et que ça lui faisait l'effet de quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous poser, de vous poser cette question. Il y a quand même un rapport très fort, il y a quand même une similitude avec les deux premières émissions que j'avais évoquées, qui sont effectivement des émissions audiovisuelles, Cinéma de notre temps et Cinéma de notre temps, c'est le rapport à la durée. Alors, autant effectivement que la forme et le fond sont certainement différents, mais par contre, le rapport à la durée est quasi similaire. Plus la durée est respectée, mais respectée vraiment pas dans le sens qu'il y a un cahier des charges qu'il faut respecter, non, c'est que respecter dans le sens qu'il y a un profond respect pour cela, pour le temps de parole, pour les silences, pour tout cela. Plus on a cette impression, nous, auditeurs et auditrices, d'être vraiment dans ce salon ou dans cette salle de cinéma. Et je trouve que c'est ça qui, en plus du travail que vous fournissez à vos émissions, qui est indéniable, mais il y a ce rapport de proximité fascinant qui donne cette particularité que même si on réécoute la même émission, on aura l'impression que peut-être on va écouter autre chose. Ce sera autre chose, ce sera différent. On s'attend toujours à quelque chose qu'on n'a pas écouté à la première écoute. Je pense que c'est lié au rapport que vous entretenez avec la durée. Vous laissez vraiment le temps à tout se créer, et vous nous laissez aussi la possibilité de l'imaginer. Et moi, je trouve que c'est simple, c'est magnifique, c'est génial, mais c'est parce que c'est tellement rare aujourd'hui que j'en suis obligé de le dire, de le soulever. Alors que ça devrait être normal, normalement. Merci beaucoup, déjà. Merci. Mais est-ce que non, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de vous poser effectivement la question, mais est-ce que vous êtes conscient de cela, de ce rapport à la durée? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé, ou bien évidemment vous étiez conscient de cela? On en parle même entre nous. Oui, on se pose beaucoup des questions de rythme, de durée aussi. Parce qu'on veut laisser vivre, parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir cette parole du spectateur, de l'invité qui se déroule et qui lui est propre, avec un temps qui lui est propre, parce qu'il y en a qui parlent très très vite, il y en a qui prennent leur temps, enfin on veut vraiment s'adapter à l'invité. Mais c'est vrai que voilà, en fait, il y a des émissions, parfois on avait 2 heures d'émission, et bon, après il y a un travail de montage qu'on fait, mais c'est vrai que ouais, on avait envie. Je me souviens dès le départ, Clément me parlait de France Culture, et voilà, c'est un peu la dernière radio, on a l'impression qu'il y a cette prise de temps qui est possible, et encore je pense que dans les faits, économiquement, ils doivent réduire des choses, mais c'est vrai que je pense à certaines émissions de France Culture, comme Par les temps qui courent, de Marie Richeux, où elle prend le temps vraiment de développer une pensée qui est riche et qui se déroule, et c'était vraiment quelque chose qui nous était cher, de permettre autant de durée. Et même encore, tu vois, je me souviens à la fin de l'épisode de Franck Beauvais, il nous avait dit « Ah, mais déjà, c'est déjà fini », parce que maintenant, on essaie de ne pas faire plus d'1 heure, parce qu'on se dit, sinon, en fait, il y a ce truc où peut-être, oui, quand on réécoute, on redécouvre des nouvelles choses, mais on n'a pas envie de perdre non plus les auditeurs. Donc, on essaye un peu de cadrer à 1 heure. Mais voilà, c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir ce temps-là, quoi. Même si les gens n'ont pas forcément ce temps-là. Ça, c'est vrai, parce que c'est un avantage et aussi un inconvénient, et on le sait. C'est vrai. Est-ce que vous êtes dans une forme de vitesse de croisière, où vous avez encore vous avez des envies peut-être de retirer des catégories, d'en rajouter d'autres, de repenser l'architecture? L'architecture, pour l'instant, je pense qu'elle nous convient bien. Après, il faut pas qu'elle devienne un fardeau pour nous, et il faut toujours qu'on puisse l'adapter à chacun, en fait. Et tant qu'on garde cette souplesse, ça va. Ça nous est arrivé, par contre, d'enlever... Parfois, on faisait vraiment 3 questions dans chaque catégorie. Et donc là, ça nous est récemment arrivé d'enlever une question, ou parfois même 2, pour justement prendre plus le temps sur une question, plutôt que de les expédier comme ça, en fait. Enfin, mais c'est toujours dans un souci de respecter la durée, effectivement. Et de garder le temps, de ne pas parler trop vite aussi, de s'écouter, de vraiment approfondir ce sur quoi on va décider de parler aussi, plutôt que de faire les choses à la chaîne, en tout cas. Oui.
le but, c'est aussi que l'invité passe un bon moment, quoi. Il y a quelque chose où il faut qu'il y ait du plaisir. Et souvent, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, mais c'est qu'il faut que l'invité ressorte de là heureux, quoi. Parce qu'il a parlé des films qu'il aimait et ça ne se fait qu'avec le temps. Et puis il y a aussi un truc de prendre le temps, que l'invité se mette dans le bain, que la glace un peu se brise, et puis il y a un truc hyper intime qui se passe. Il y a certains invités où il y a quelque chose. Bon, ça se passe parfois durant les interviews, mais il y a un lien un peu particulier qui se forme et il n'y a que le temps qui peut faire ça. Ça ne peut pas se faire en 2 secondes, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous. Les catégories de l'émission, les rubriques de votre émission, elles étaient pour vous une évidence. En 55 minutes, vous avez, Fan, dit deux fois le mot refuge. C'est très fort ce mot-là d'ailleurs. Et refuge, c'est vraiment ça, cinéphilie, c'est un refuge pour vous? Oui, c'est un refuge, mais pas que, en fait. Je peux pas parler au nom de toute la communauté des cinéphiles, mais de mon côté, elle peut être refuge quand ça va pas, justement, dans le sens où on a des films un petit peu jalons comme ça, dans lesquels on aime bien se retrouver, mais ça peut être aussi un moteur pour rencontrer des gens, pour entreprendre des choses aussi, pour travailler, pour avancer, donc c'est beaucoup de choses à la fois, en fait, je pense. Et pardon, excusez-moi. Non, j'allais vous poser cette question aussi par rapport au fait que maintenant, en espérant que tout ça soit derrière nous, que voilà, les salles de cinéma ont réouvert. Et est-ce que ça va aussi avoir des répercussions sur vos prochaines émissions, les invités que vous allez choisir, ou vous allez continuer comme vous faites, c'est-à-dire de vous intéresser pas forcément à des invités qui ont un lien avec l'actualité, mais des gens avec qui vous avez envie de dialoguer, justement, tout simplement. Je pense que pour l'instant, on est parti pour... il y a eu des moments où on a envie de coller à l'actualité, il y a eu des moments où on avait envie d'inviter des exploitants, justement, et des distributeurs, à ce moment-là où on ne pouvait pas présenter des films. Après, ça va plus se faire, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours... Enfin, jamais dans l'actualité, on n'arrive pas à y être. Mais on se dit, bon, on prend le truc à contre-pied, c'est pas grave, on n'y est pas, et tant pis. Comme ça, il y a toujours cette dynamique de temps où on n'est pas dans la course, quoi. Après, on essaye de développer ça sur d'autres formes. On a envie de se mettre aussi parfois peut-être un peu à l'écrit à travers une newsletter. C'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir. Donc, il y a des choses comme ça. Après, je pense que Cinéphile de notre temps ne sera jamais dans notre temps. Enfin, il le sera tout en étant... Voilà, pas dans l'actualité. Ça nous arrive d'être dans l'actualité, mais avec un léger coup de retard, en fait, aussi. Si la semaine prochaine, un film qui sort nous plaît vraiment et qu'on arrive à avoir son auteur, c'est pas grave si c'est dans 3 mois ou dans 6 mois, en fait. Donc, on reste quand même dans notre temps, mais parce que c'est important d'interroger ceux qui font le cinéma aujourd'hui, mais sans effectivement faire la course à l'actualité. C'est pas dans ni l'économie ni la dynamique dans laquelle on est, on pourrait pas en plus de toute façon l'être. En tout cas, Clément, vous avez à un moment utilisé le mot laboratoire et effectivement, votre émission Cinéphile de notre temps, c'est un véritable laboratoire de son et d'images. En plus de cela, vous, le son, vous le créez et vous nous donnez la possibilité d'avoir 2 images. En fait, il y a une maison, comme disait l'autre, c'est une maison monde dans laquelle il y a le cinéma et c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette interview, d'avoir subi mes questions parfois un peu compliquées, mais c'était vraiment curieux de ma part. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui ont regardé cette émission, vraiment, allez sur leur site. D'ailleurs, tout est dans le descriptif. Vous ne pouvez pas les louper. Et en plus de cela, vous pouvez le retrouver partout sur les médias. Partout, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, partout. Donc, vraiment, c'est important et je suis très content de vous avoir, en tout cas d'avoir dialogué avec vous, ça m'a fait extrêmement plaisir et rassuré aussi. Ouais, c'était super, merci beaucoup. Et peut-être, j'espère, et peut-être un jour vous viendrez chez Microciné, on parlera d'un cinéaste, on fera un petit live, ça pourrait être sympa si bien évidemment vous en avez envie. En tout cas, moi ça me ferait vraiment plaisir. C'est Cinéphile de notre temps et c'était Fan et Clément et je les remercie énormément. Merci et très bonne journée à vous, bon courage. Merci beaucoup. C'est parti, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.